Nous reprenons du service sur Actu et Débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce jeudi. L'exercice de ce soir va essentiellement consister à décortiquer l'actualité liée à l'interpellation de l'ambassadeur de Burkina Faso au Bénin suite aux accusations du président Ibrahim Traoré. Nous parlerons de l'annonce de la création de l'agence béninoise de la protection civile et puis nous évoquerons sur Actu et Débat ce soir le cas Joe Biden qui maintient coûte que coûte sa candidature contre toutes les oppositions dont le camp démocrate. Nous verrons si cela est possible, bien sûr, en Afrique. C'est la question que nous sommes posée au service français de l'information de Radio Cotonou. Est-ce possible en Afrique? Nos invités tenteront d'y trouver une solution. Nos invités sont déjà en studio. Arimé Choubadé et Distela Moussou, bonsoir. Bonsoir, Prince Bila Utini, bonsoir le retraité et bonsoir aux amis auditeurs de Radio Cotonou. Arimé Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir Brice. J'ai envie de vous entendre. Oui, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Bonsoir les fidèles auditeurs de la fréquence municipale, vous avez dit. Ok. Voilà. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne ce soir. Actu et Débat, nous débarrons tout de suite. On se retrouve juste derrière ceci. Les accusations du capitaine Ibrahim Traoré à l'égard du Bénin continuent de susciter de vives réactions en réponse aux allégations concernant la présence de bases militaires françaises. Le gouvernement du Bénin, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, a convoqué cette semaine l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin ce mardi. On a eu sur la préoccupation, chers invités, la réponse du porte-parole du gouvernement. Le Bénin vient de rappeler l'ambassadeur du Burkina Faso, Distela Moussou. Vous avez appris cette information. Comment l'appréciez-vous? Comment appréciez-vous cette réaction du gouvernement du Bénin? C'est une réaction élégante, c'est une réaction qui sied dans un contexte pareil. La convocation d'un diplomate accrédité représentant son pays est une pratique diplomatique, n'est-ce pas, pour protester contre une situation, ce que le Bénin a fait élégamment. Alors, mais pour aller au fond de l'analyse, il conviendrait de rafraîchir la mémoire aux auditeurs que le Burkina Faso et le Bénin sont devant la Cour internationale de justice au sujet d'une zone qu'on pourrait appeler un lopin de terre, une zone frontalière qui est discutée entre le Bénin et le Burkina Faso. Et à l'initiative du Bénin, donc le dossier est déporté devant la Cour internationale de justice. Alors, ayant donc l'initiative de la poursuite, le Bénin a pour responsabilité de veiller sur la zone. C'est la zone de Kouaro. Et quand on se retrouve du côté sud du Burkina Faso, ils l'appellent Koualou. Alors, donc, il y a les populations des deux pays qui vivent donc dans cette région. Et lorsque les gouvernements précédents au Burkina Faso ont commencé par pilonner les djihadistes, les terroristes, les mécréants, ils se sont retranchés dans cette zone qui est une zone de non-droit. Cette zone qu'ils ont transformée en zone de logistique, ce que les militaires appellent zone logistique, c'est-à-dire que c'est là qu'ils vivent. Ils se soignent leurs malades. Ils utilisent nos marchés, nos pharmacies à des fins de survie. Ils achètent du pain chez nous, des vivres chez nous. Alors, le Bénin, ayant eu l'information, ayant constaté, a voulu marquer son territoire, a commencé donc par avancer ses positions militaires dans le but, l'objectif de les déloger. Mais le Bénin a bien fait de chercher à associer l'armée burkinabé
à des opérations conjointes, des opérations militaires conjointes, afin donc de déloger ces mécréants. C'est donc dans ce contexte que les premières frappes ont été enregistrées sur les positions militaires du Bénin. Voyez-vous, alors ceci dit, l'armée béninoise continue donc de sécuriser fort heureusement cette zone où d'ailleurs les populations continuent de vivre, où récemment le gouvernement burkinabé a procédé à la réouverture de certaines écoles pour leur population. Alors quand on est dans cette situation, je ne sais pas d'où vient l'idée d'accuser à la suite du Niger, l'idée d'accuser donc le Bénin d'abriter des bases terroristes pour faire du mal au Burkina Faso, pour déstabiliser le régime du capitaine Traoré. De mon entendement, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso a méconnu certains aspects de la situation sécuritaire entre le Burkina Faso et le Bénin. Parce qu'au départ, le Bénin n'était pas en proie aux frappes terroristes. Au contraire, de façon stratégique, les terroristes utilisaient le Bénin comme base de repli. Quand je dis le Bénin, cette zone-là comme refuge de non-droit, comme refuge. Donc, ils n'avaient aucun intérêt de frapper le Bénin. Et c'est lorsque les militaires béninois ont commencé par avancer dans l'optique de pouvoir les déloger qu'ils ont pris en adversité, ils ont pris comme ennemi l'armée béninoise et donc le territoire béninois. Alors je crois que le capitaine Traoré, au-delà de sa fougue révolutionnaire que j'aime bien, au-delà de son idéologie ou de son narratif qui consiste à faire de l'Afrique une puissance et en se basant sur les forces et les potentialités de l'Afrique, au-delà de tout ça, je crois qu'il a méconnu, n'est-ce pas, l'essentiel sur ce sujet-là. Ou alors était-il dans l'obligation, n'est-ce pas, d'apporter un soutien stratégique au gouvernement du Niger, à son aîné Tiani, qui était déjà donc dans l'optique des accusations fallacieuses contre le Bénin. Alors, et puis sa déclaration, figurez-vous, est venue après la séance, n'est-ce pas, la rencontre, le sommet de l'AES. Alors donc, moi je me pose des questions sur vraiment le crédit à apporter à cette accusation qui, de mon point de vue, tombe, n'est-ce pas, d'elle-même. Alors, Rémi Choubaré, ton diplomatique ferme du Bénin par rapport, suite à ces accusations, comment l'avez-vous apprécié? C'est une pratique normale entre deux voisins. Je ne dis même pas deux voisins. Si le chef de l'État burkinabé a fait ces accusations et a interpellé le Bénin, il était de bon ton que le Bénin demande des explications par voie diplomatique à la représentation diplomatique du pays concerné. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est dans l'ordre normal de la... C'est pas... Bon, tout dépend peut-être de la réponse ou des interrogations du Bénin. Mais ce qui est sûr, le président Ibrahim Traoré a clairement dit ce qu'il a envie de dire. Ça au moins, c'est déjà parti, tout le monde l'a entendu. Qu'on rappelle, qu'on renvoie même l'ambassadeur du Chien à la donne. Hein? Ce n'est pas une réponse à la préoccupation de Burkinabé. Néanmoins, c'est normal que le Bénin réagisse. Bon, je ne sais pas si on va parler de différents frontaliers parce que c'est pas une question de différentes réponses. La réponse c'est quoi selon vous? Voilà, c'est pas non. Et tout le monde a écouté ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. N'oubliez pas qu'il a suivi une partie de sa formation au Bénin. Le Bénin n'aurait pas dû interpeller l'ambassadeur, c'est ce que vous dites? Il a séjourné au camp des officiers de formation des officiers de Tofo. Pendant des années, il a des collègues qui sont dans l'armée béninoise. Et donc, on suppose qu'il ne parle pas en profane. Et qu'il a certainement des informations
qui lui faut dire ce qu'il a dit là. Et n'oubliez pas que lorsque le président Soglo et Yahi étaient au Burkina, à Niamey, ils ont signé un communiqué conjoint avec le président Tiani où il était mentionné que aussi arrivé là-bas, on avait montré des preuves, sans aller dans les détails. Et je vous ai tout dit ici que la situation du Bénin avec le Burkina était pourrie, plus pourrie que ce qu'on dit avec le Niger. Avec le Niger, on sait que c'est une conjoncture et qu'il y a eu des actes de fermeture de frontières. Mais ici, c'est depuis plus de 5 ans que des événements ont contraint les gens à considérer la frontière comme fermée. Plus personne ne passe par Porga. Si vous quittez Cotonou pour aller à Ouaga, il faut passer par le Togo. Lorsque vous parlez d'événements, vous parlez de quoi précisément? Je voudrais bien suivre. De quoi? Lorsque vous dites des événements que vivent... Oui, de l'événement, parlez-vous. Oui, mais tout le monde connaît la situation. Sécuritaire. Oui, la situation sécuritaire, je n'ai pas dit autre chose. Non, je voudrais la clarification. Néanmoins, si vous connaissez bien... C'est la Moussou l'a expliqué tout à l'heure. Non, attendez, pour ceux qui connaissent bien Porga, il y a eu 2 événements à Porga, après 2016. Il y a eu la fermeture de la gendarmerie, qui était déjà à la frontière, où vivaient des gendarmes avec leurs familles. Rien ne pouvait circuler dans la zone. Vous savez, on a 128 km, c'est pas seulement la zone de Porga. Tout le monde voit la zone de Porga, mais il y a un cours d'eau. Et puis ça va jusqu'à la frontière du Niger. Donc, à ce niveau-là, il y a eu, si vous voulez, le démantèlement de tous les camps de gendarmerie de la région. Et ça n'a pas été remplacé aussitôt par une forme de compensation. Et deuxièmement, vous avez toujours à Porga, vous voyez que le campement de la douane qui a été reconstruit avec des logements pour les officiers, des logements pour les hommes de rang et tout, qui n'a presque jamais fonctionné parce que le PVI a installé son conteneur juste à côté et le camp est devenu presque la brousse parce que c'est plus le même volume d'activité, il n'y a plus le même nombre de douaniers qui viennent sur place, etc. Et donc, vous avez, si vous voulez, 2 éléments de sécurité qui ont disparu de la frontière du jour au lendemain sans être remplacés. Peut-être que par ailleurs, le Bénin a formé, je sais pas, la garde nationale ou de tout ce genre-là et a commencé à se déployer. Et certainement qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu suffisamment d'échanges d'informations des 2 côtés pour que, parce que forcément, le Bénin a fait des réformes, ce qu'ils appellent pompeusement des réformes, mais qui ont, comment appelle-t-on, modifié les habitudes. Porga s'est retrouvé dans la brousse. Brousse, carrément, on a même déplacé tous ces postes-là de contrôle vers peut-être Tangueta. Et ça. Donc essentiellement, c'est des problèmes sécuritaires avec. Alors qu'au préalable, il y avait entre les 2 postes frontaliers, vous avez plus de 20 km. Je crois que le différent allait à la haie depuis, je crois, des dizaines d'années. Je crois qu'ils l'ont même tranché. Et il peut y avoir des endroits où c'est pas tranché, où il faut trouver des mécanismes pour que les États occupent, etc. Mais c'est pas fait jusqu'à l'heure où nous parlons. Les 2 pôles frontaliers sont toujours différents. Il n'y a pas de poste juste à poser. Oui. Il barrage la parole. Je crois qu'il est de besoin, n'est-ce pas, d'apporter. Arrivé n'a pas fini. On va le laisser finir rapidement. On va le laisser finir rapidement. Je ne sais pas de quoi il parle. On va le laisser finir rapidement. Si vous voulez, non, attendez. Moi, journaliste, j'ai vécu une situation, j'ai fait des constats. C'était en 2019. Oui. Peut-être ça a évolué, je ne sais pas. Mais en 2019, moi-même, j'ai été pris par un groupe armé. Pendant des heures. Dans cette zone? Dans cette zone, à 5 km du poste frontalier comment on appelle-t-on, de Porga, du côté du Bénin. Et puis après, quand vous connaissez Porga et puis Tangueta, même Natitengou, c'est une route totalement défoncée. Et tout ça, c'est une impression d'abandon. Ça augmente les questions d'insécurité, surtout lorsqu'on sait qu'il y a un activisme de l'autre côté, du côté du Niger, et du côté du Burkina. Vous savez, ces pays connaissent des irrédentismes depuis très longtemps, où des populations un peu plus blanches opposées aux populations noires qui revendiquent des terres, les problèmes de transhumance, etc. Ça existait depuis. Sur la question, vous trouvez que c'est banal, cette interpellation? Non, je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que c'est banal. J'ai dit que Ibrahim Traoré a posé, le président Ibrahim Traoré a posé des problèmes que tout le monde a entendus.
Ça, on ne peut pas occulter. Il a estimé qu'ils ont des informations sur des bases à Kandi et vers Poga. C'est ce qu'il a dit. Tout le reste, oui, on a interprété, ça n'efface pas le problème de départ. C'est ce que vous pensez. Disons, Lamosso, est-ce que cette interpellation, quel problème ça pourrait régler? Écoutez, et avant de répondre à votre question, il est, de mon point de vue, utile d'apporter quelques éléments d'information à mon cher Rémi, et donc partant aux auditeurs. Non, il a évoqué que le Bénin n'apporte aucune information, certainement au Burkina Faso, au sujet des réformes. Non, je crois que sans chercher à opiner sur la politique sécuritaire du Bénin, je dois vous rassurer que l'armée béninoise, n'est-ce pas, depuis plusieurs années, a demandé à l'armée burkinabé, qui est une armée sœur. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas parlant de l'armée béninoise? Est-ce que j'ai la parole? Oh non, je vous en prie. Si c'est ça que vous appelez l'information, c'est même pas je suis à un niveau d'information sur le sujet qui... si vous voulez parler de votre, si vous êtes dans les renseignements, vous me référencez 2019. Moi, j'étais sur le terrain. 2019, il va falloir réactualiser. Vous étiez où à une réunion de l'état-major? S'il vous plaît. Vous êtes à une réunion de l'état-major. L'armée béninoise. C'est pas ce que vous voulez dire. Est-ce que j'ai la parole? Si ça vous permet de finir. Non. Moi, je ne peux pas prendre cette information-là. Parce que laissez les auditeurs prendre. Laissez les auditeurs prendre. Vous avez assisté à une réunion de l'état-major. Je vous dis de laisser les auditeurs prendre. Non, vous n'avez pas à nous intoxiquer. C'est vous qui le l'intoxication ici. Donc, je disais aux auditeurs que l'armée béninoise a donc demandé à l'armée béninoise, à l'armée burkinabé, n'est-ce pas, une sollicitation au fait d'organiser des opérations, n'est-ce pas, mixtes pour pouvoir combattre le mal terroriste installé dans cette zone-là. Et pour la dernière information que je tiens à... C'est information ou renseignement? Pour information que je tiens Non, ça c'est un renseignement. Il va falloir travailler pour en faire un renseignement. Non, si vous avez une information, tout le monde serait... Voyez-vous, le Bénin, à date, à l'heure où nous parlons, continue de donner des renseignements cette fois-ci au Burkina Faso et au Niger, malgré la crise. Alors donc ça n'est pas juste de dire que si vous parlez de renseignement informé. Moi je parle de renseignement, cher ami. Ceci dit, moi je travaille dans l'information. Lorsqu'on est sollicité à opiner sur un sujet, sur des thèmes, je crois que l'exercice minimum, c'est d'aller vers des sources, et d'avoir des informations. C'est un job que vous avez trouvé. C'est pas une fonction pour moi, c'est une distraction si vous voulez. Il va falloir au maire de la ville de Cotonou. S'il vous plaît, Rémi Choubané, quel problème l'interpellation pourra régler? Alors, c'est déjà un pas diplomatique qui est fait. Est-ce que c'est une réaction pour dissiper les inquiétudes? Figurez-vous dans le cas du Niger, nous avons tous reproché au gouvernement béninois, n'est-ce pas, des interventions tonitruantes, trop de sorties médiatiques, voyez-vous, et nous sommes donc heureux de constater que dans le cas du Burkina Faso, le gouvernement béninois est en train de faire les choses. Il y a eu en amont la sortie du porte-parole. Voyez-vous, écoutez, ça c'est sur le vif. Voyez-vous, pour désintoxiquer tout de suite. Ça a été fait, le porte-parole. L'ambassadeur qui a été désintoxiqué. Suivez les questions qui sont posées, ne mélangez pas. Cher ami. Allez-y, donc, sur le fait, tout de suite, dans le feu de l'action, le porte-parole du gouvernement a dit la position du Bénin. Voyez-vous. Maintenant, quelle est la position du Bénin? Pour désintoxiquer. Rappelez-nous la position du Bénin. S'il vous plaît. C'est de dire simplement que le capitaine Traoré a tout faux, n'est-ce pas, de faire cette accusation fallacieuse. Et il a dit. Alors, donc, de façon donc diplomatique, le Bénin a posé le pas, n'est-ce pas, qui est normal. Celui de convoquer l'ambassadeur de ce pays-là. Maintenant, que faut-il faire maintenant ce pays qui, curieusement, estime que son ambassadeur peut continuer de le représenter dans un État, dans un pays qu'il estime héberger des terroristes pour le nuire. Ça veut dire quoi? Voyez-vous,
Quelle est la liaison, la situation et l'accréditation? Quand le Bénin a rappelé ses ambassadeurs, finalement, c'est parce qu'il y avait un problème. Finalement, qui est-ce qui pose les questions sur ce plateau? Non, j'ai pas l'impression. Harim, il n'a pas documenté le thème et voilà, donc il est donc venu faire un peu d'animation. C'est aussi bien. Non. C'est aussi bien pour les auditeurs. Je pense que vous parlez de l'actualité que tout le monde connaît. Commenter l'actualité, c'est pas pour venir avec des documents de renseignement. Non, je suis désolé. Moi, il ne faut pas de renseignement, il faut de l'information. Oui. Allez-y, quel problème ça va régler? Alors déjà, il y a une démarche diplomatique. Et selon la pratique, n'est-ce pas, une fois encore, je crois que l'État burkinabé va devoir apporter des réponses à la protestation de l'État béninois. Voyez-vous. Et le capitaine Traoré a dit qu'il dispose de preuves. Mais je crois que c'est le moment, plus que jamais, et que ce soit du côté du Niger ou du côté du Burkina Faso, qu'on exhibe. Pourquoi? Finalement, vous avez dit que c'est faux. Là. Vous dites que c'est faux. Vous parce que c'est quoi? La preuve, comme le dit à la rencontre du roi. C'est faux. Voyez-vous, lorsque vous apportez des accusations, n'est-ce pas? Lorsque vous alléguez des choses, vous rapportez des preuves par rapport à vos allégations. C'est tout banal et c'est tout simple. Et donc, le Bénin fait bien aujourd'hui de convoquer, voyez-vous, l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin et de poser cet acte diplomatique de protestation. Et nous allons donc attendre que du côté burkinabé, on puisse apporter des éléments. Les éléments de réponse. Voilà. Ne pas le faire serait synonyme de plonger et de végéter dans la délation, dans le sabotage inutile, dans des allégations sans fondement. Oui. Merci, on va changer de sujet. Allez, permettez qu'on change de sujet. On va parler de l'épidémie de choléra dont parle une certaine presse aujourd'hui. Cette épidémie a-t-elle ressurgi au Bénin? Cela reste une interrogation, puisqu'aucune source officielle n'a confirmé l'information. Harim Choubadé, quand on préparait cette émission, vous m'avez confié que vous avez des informations là-dessus, qu'il y a des poches. Ah non, il ne va pas oser les sortir ici, parce que là, il n'est pas ici pour représenter le ministre de la Santé. Vous l'avez dit vous-même qu'il y a eu des informations dans les médias. Je crois qu'on est venu ici pour commenter les médias. Allez-y. Pas pour représenter. Nous ne sommes pas ici pour commenter les médias. Attends, vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau. Pour commenter l'actualité. Je ne sais pas si c'est la même lettre d'invitation. C'est pas une revue de presse. Je sais pas, c'est vous qui m'avez invité ici. Non, Harim, c'est pas une revue de presse. Je ne savais pas que c'est vous qui m'avez invité. Ce plateau n'est pas une revue de presse. Je ne savais pas. J'ai compris. Il va falloir lui dire son cahier. Ce que nous allons faire, nous allons éliminer Brice du plateau. Celui qui prétend connaître les articles de mission, il continue. Parce que là, on ne s'entend plus. Non, on ne sait même plus. La parole. Non, on ne sait même plus de quoi on parle. Là, on ne sait même plus. Harim, il répondait. Non, moi, il ne peut pas répondre. Alors que c'est lui qui Brice, c'est Brice qui m'invite. Et c'est sur le plateau que je découvre qu'il a arrêté. C'est 17 qui est en dessous. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Non, je vous rassure. Non, c'est qu'il est dans la digression. Oui. Non, les auditeurs sont plus sérieux que ça. Donc, on ne va pas les mélanger avec. On vous écoute. Des hystéries du renseignement, etc. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a les médias. Parce que moi, je vais me fonder sur les informations. Pas sur les câbles de renseignement ou les tables d'écoute ou les commandes de communication. Ah d'accord, super. Moi je parle de l'information, c'est ça moi j'ai appris. Vous voyez, donc il y a sur la place publique déjà que même si c'est le journal le moins lu du Bénin qui annonce qu'il y a des problèmes de choléra, c'était normal que quelqu'un dans le pays dise non, rien de tout ça. Ou que oui, c'est vrai, il y a un foyer qui a commencé quelque part et qu'on a essayé de... Oui, mais depuis... il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, quand même, c'est... Nous sommes tous dans la... C'est ce qu'on a vu de la Corée partout, on en a vu à Cotonou ici, dans le passé. Est-ce que... vous savez, c'est un péril hydrique qui se déclenche généralement en marge des... saisons pluvieuses parce que l'eau qui est consommée, surtout s'il n'y a pas une bonne fourniture d'eau potable, si la Soleil continue de nous faire les misères qu'elle est en train de nous faire dans Cotonou. Elle en fait? Mais oui, moi chez moi, je suis à 1 kilomètre de l'Étoile Rouge.
Et depuis 4 ans, c'est à partir de 0 à 1 heure qu'il faut guetter l'eau. On va laisser la non, je vous dis, on parle de choléra ou pas? On parle de choléra. Non, mais allez-y. Non, si on parle de choléra, la SONEB est partie prenante. Parce que c'est lorsqu'il y a... Oui, c'est parce que les gens sont obligés de consommer de l'eau contaminée. On va quand même pas laisser la SONEB. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas de la SONEB. Je vous dis, si la SONEB continue de nous faire ces misères-là, et que ça devait venir à côté de nous. Puis aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'eau de pluie à côté de nous. Et l'eau de pluie et l'eau qui pourrait contaminer. Ou bien c'est de ça qu'on parle. L'eau qui pourrait contaminer, c'est l'eau qui ne vient pas de la SONEB. Alors au moins, ce qu'on achète, ce que vous appelez les pure water, hein, en sachet, personne ne connaît la qualité de cette eau-là. Tout le monde peut fabriquer ça chez lui, avec l'eau de son choix. Donc il devait avoir un travail quand même, ne serait que pour sensibiliser déjà, pour rassurer les uns. Non, même si l'épidémie ne se déclenchait pas, on devait pouvoir avoir... En quelle période on devrait avoir la sensibilisation autour. Qui vient pour sensibiliser les gens sur les comportements qu'il faut avoir par rapport à l'eau qui circule. Même, vous savez, il y a des zones où les gens, quand il pleut, il y a au moins 2 ou 3 jours, l'eau séjourne, soit dans la rue, soit dans la maison, avant de partir. Et quel comportement il faut avoir. Et à plus forte raison, il y a des soupçons d'existence de foyers dans le pays. Et on n'a pas de répondant par rapport aux informations qui circulent. Bon, lui, il va me dire que le ministre de la Santé est en train de prendre des mesures. Et je suis d'accord avec lui. Mais vous savez déjà ce que je vais dire. Mais vous avez commencé par dire ça. Que je ne peux pas parler de ça parce que je suis ministre de la Santé. Ou bien, vous avez oublié? Bon, ok, on ne savait pas pourquoi vous êtes ici. Non, puisque l'émission sera rediffusée, donc vous allez réécouter ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez lu dans la presse qu'il y a des poches de choléra dans certaines localités du pays? Évidemment que oui, et un État, un gouvernement ne fonctionne pas comme l'aurait souhaité Arimi, fort heureusement. Lorsqu'il y a des écrits, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, dans certains journaux, qu'est-ce qu'un État responsable fait? Un gouvernement responsable documente l'information. La documentation va prendre combien de temps? Écoutez, il n'y a pas de délai par rapport à cela. Ça concerne quand même la santé. S'il vous plaît, et ce qui concerne les maladies hydriques, voyez-vous, et peut-être que vous n'écoutez pas les radios, peut-être que vous ne vous écoutez pas. Depuis le début, n'est-ce pas, de la saison pluvieuse, et depuis donc la dernière campagne de vaccination par rapport à la comment vous appelez cette maladie, le gouvernement, dans les langues nationales, surtout les radios communautaires, a déclenché une campagne de sensibilisation, n'est-ce pas, sur la propreté. L'hygiène à avoir. L'hygiène, n'est-ce pas, en saison de pluie. Et la lutte, notamment aussi, contre les anophèles, les moustiques, contre la stagnation des eaux dans les maisons. On parle du choléra dans le cas des... S'il vous plaît, c'est une campagne globale que le gouvernement, n'est-ce pas, depuis plusieurs mois, a enclenché sur toutes les radios communautaires, notamment. J'en ai suivi sur Radio Cotonou également. Voyez-vous? Alors, c'est pour dire quoi? Pour dire que, ok, l'information est arrivée, un État, un gouvernement responsable documente l'information. Et si, à ce jour, officiellement, il n'y a pas eu encore d'alerte, soit les services n'ont pas fini de documenter, soit c'est mineur au point où les foyers sont attaqués directement, ou alors, écoutez, il n'y a pas péril à la demeure. Bon, on retient quoi, voyez-vous? Alors, n'étant pas ministre de la Santé, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut retenir, monsieur. Donc, c'est pour vous dire que... Laissez-le terminer, s'il vous plaît. L'analyse, c'est comme ça qu'il faut la faire. On ne va pas dire, il faut que, voilà, on a lu dans un journal Tatampillon qu'il y a, ou bien, on a lu sur les réseaux sociaux qu'il y a foyer de... Non. Je parie que le gouvernement et les services appropriés sont en train de documenter cette information-là. Et nous dirons, le moment venu, n'est-ce pas, ce qu'il en est. Est-ce que c'est une fausse alerte? Est-ce que c'est vérifié? Parce qu'Arimi ne pourra pas me dire qu'il a vu un seul cas de choléra ou dont la personne est décédée. Voyez-vous? Vous non plus.
dans ce studio, nous sommes déjà quoi Mais qu'est-ce que tu as? C'est tu laisses répondre ou bien tu veux répondre à la place? Nous sommes 5 ou 6. Tu veux nous répondre? Tu veux répondre à la place? Répondez. Tu veux répondre? Répondez. Non, vous êtes, toi, tu as commencé même pas à voir. Donc, dans ce cas-là, je réponds, non? On ne se met pas tout de suite dans des, n'est-ce pas, discours. Voilà. Donc, on attend. On attend. Mais en attendant de confirmer tout ceci. Mais ce qui est sûr, la campagne, n'est-ce pas, sur l'hygiène corporelle, l'hygiène de notre cadre de vie, l'entretien et tout, ça continue sur toutes les radios. Et par les canaux appropriés, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est de convier les populations, n'est-ce pas, à s'occuper des enfants. Le lavage des mains à l'eau au savon doit être de rigueur dans tous les ménages, de sorte qu'on puisse vraiment se mettre d'abord à l'abri en attendant de voir en face les gestes élémentaires d'hygiène. Voilà. Merci sur ce sujet-là. Rémi, vous avez quelque chose à... J'aurais pu répondre si j'avais compris quelque chose à ce qu'il a expliqué. Parce que nous sommes dans un studio, nous avons le micro. Il n'y a pas plus que celui qui ne veut rien entendre. C'est-à-dire que nous sommes dans un studio. Nous sommes devant un micro, on aborde un sujet. Notre monsieur dit non. Vous savez, il n'y a rien à dire. Certainement, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Il parlait comme si c'est le ministre lui-même. Mais nous, on ne fonctionne pas sur le rythme du ministre. Nous sommes dans une opération d'opinion. C'est pas quand même déjà trop tard de réagir, non? Non, mais... C'est une question sensible. Oui, c'est une question sensible. Et on dit, voilà, il y a le problème qui est posé. Est-ce que la semaine dernière, on a parlé de choléra ici? Alors, si le sujet est sur la place publique, on ne peut plus en parler. Parce que le ministre serait en train de prendre des dispositions. Parce que, bon, le foyer n'est pas si important. Ou bien parce qu'on serait en train déjà de prendre des mesures. Mais on fait notre expression libre ici. On n'a pas besoin d'une permission de quelqu'un avant d'opiler sur un sujet d'actualité. Vous auriez aimé quoi? Vous auriez aimé que la réaction soit prompte, c'est ça? Non, je ne connais pas leur agenda, peut-être qu'il est... Parce qu'il a dit que c'est tellement... Il a déjà dit ce qui est en train d'être fait. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il est en train d'être fait. Ne sais pas ce qu'il est en train d'être fait. Je me pose la question, comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Je ne suis pas un expert de la santé. Je ne suis pas au ministère de la Santé. Quel est l'appel que vous avez à lancer aux autorités ici en tant que citoyen? Comme il dit, certainement que tout est en train d'être fait. Mais moi, ne sachant pas ce qui est en train d'être fait, je m'exprime. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un, un interlocuteur sérieux, pas lui, qui mélange tout, mais un interlocuteur agréé, sérieux, vient nous dire, non, population de Cotonou, ce que vous entendez par ailleurs, parce que ici c'est la fréquence municipale. Je ne parle pas pour les gens de Washington. Donc, comme je vous en prie, que la population, ceux qui sont salariés de la santé à Cotonou viennent nous dire, non, écoutez, bon, ce que vous apprenez là, ça ne nous concerne pas, on est en train de prendre les mesures, lavez-vous les mains, vous ne vous lavez pas les mains, ce qu'il dit. Parce que ici, comme je le dis, si les gens sont contraints de consommer de l'eau non appropriée, ça va se passer. On a beau leur dire, ne faites pas, mais s'il pleut et que vous êtes dans l'eau, vous ne choisissez pas là, vous mettez les pieds ou vous ne contrôlez pas les enfants. Heureusement que Rémi est déjà à la retraite, sinon je l'aurais accusé. Hein, parce qu'un journaliste, nous le savons, nous connaissons quelle est sa responsabilité. Un journaliste, avant de venir sur un plateau, n'est-ce pas, va checker l'information qu'il a. Il ne vient pas sur un plateau commencer par faire un mélange. Écoutez, heureusement que vous êtes à la retraite, sinon dans un pays sérieux où il a dit que le métier n'existe même pas. Dans un pays où le métier existait, c'est quoi? Dès que ces informations-là tombent, les journalistes, n'est-ce pas, vont questionner les personnes appropriées, les structures appropriées, et commencent déjà par produire des papiers, n'est-ce pas, des premiers résultats, et vont dans les hôpitaux. Si un journaliste, même retraité, vient ici et c'est sur le plateau, il va chercher ces mots, moi je dis, je suis désolé. Donc nous condamnons Brice Bill qui n'est pas allé pour questionner les bonnes gens. Aussi. Oui, non, c'est lui. Aussi. C'est lui qui m'a... Donc toi tu es retraité. Non, en fait, justement, la question ne s'adresse pas à moi.
Hein, celui qui est blâmé, c'est celui qui a organisé ce plateau, il a posé le sujet. Au lieu d'aller interroger les bons gens, il fait de la démagogie. Mais c'est pas quel journaliste il a fait. Toi, tu as dit ça, toi, tu me reconnais. Non, c'est pas de ça que je parle. De quoi tu parles, Je parle de cette forme de journaliste. Finalement, je le suis. Je parle de cette forme de journaliste qui connaît tout, qui va interroger tout le monde sur tous les sujets. Ah, c'est ce que tu as compris. Mais si, qu'est-ce que il y a un problème de compréhension ou alors tu comprends. vous avez dit, je vais te l'expliquer. Non, j'ai entendu. Je vais te l'expliquer à ton rythme. Un bon journaliste. Je sens que tu comprends les choses. Un bon journaliste. Je vais te l'expliquer à ton rythme. Oui. J'ai dit que normalement, toi, portant le titre de journaliste, même retraité sur ce plateau, lorsque tu es invité à un débat ou des échanges comme ça sur un plateau, sur des thèmes donnés, n'est-ce pas? Tu vois qu'il y a un thème concernant la santé publique. Quelles sont les sources que tu as interpellées? Tu n'as rien checké. Tu viens, c'est sur le plateau que tu commences par chercher tes mots et tout. Bon, c'est ça, là, le vrai, vous avez un journaliste. Non, je vois qu'il est tout dans la démagogie. Toi, dis-nous qui tu as interrogé. Tu as venu nous dire, de toute façon, certainement, au ministère, on est en train de prendre les mesures. Certainement, c'est pas encore. Tu sais pas sur quoi moi je me suis basé. Tu sais sur quoi moi je suis basé. Toi, tu t'es basé sur rien parce que tu ne dis rien. Mais toi, tu dis quoi? Tu commences à chercher des choses. Tu te poses des questions. Bon, comme tu connais pas les réponses. De toute façon, on est rassuré. Non, il faut que tu sois. Il y a un seul journaliste sur le plateau. Nous deux, on a interrogé personne. On s'est amené ici. Et le grand pédagogue, démagogue, nous dit oui. Non, vous devez aller voir. On est heureux aujourd'hui que la sensibilisation autour des gestes élémentaires d'hygiène se poursuit. Toi et moi, on n'a pas besoin de cette sensibilisation. On a quand même été à l'école. On sait. La population a besoin. Non, on a fait l'hygiène. Mais c'est dangereux de dire ces choses-là. Oh là là. Arimi, c'est dangereux de dire ces choses. Les auditeurs en ont besoin. Moi, j'ai un problème. Nous parlons pas pour Arimi. Nous allons changer de sujet si vous permettez. Nous parlons pour les auditeurs. Nous allons changer de sujet. Si le plateau devait un débat de chiffres, nous allons changer de sujet. Nous parlons pour les auditeurs. Retour en studio maintenant. Le gouvernement a annoncé la création de l'Agence béninoise de protection civile. Ses statuts et détachements ont été approuvés ce mercredi en Conseil des ministres. Travaux du Conseil des ministres ce mercredi 17 juillet 2024, conduits par le chef de l'État, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de l'Agence béninoise de protection civile, approbation de ses statuts et détachement auprès d'elle des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. L'Agence nationale de protection civile et le Groupement national des sapeurs-pompiers sont deux structures concourant toutes à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection civile. La cartographie des différents aléas, la connaissance des risques quotidiens et l'anticipation sur les nouveaux risques constituent des défis qui nécessitent un travail en synergie. Une réforme du secteur de la protection civile s'est avérée indispensable pour plus d'efficacité avec la mutualisation des moyens et des ressources. L'objectif visé est de permettre aux équipes de s'affranchir de la posture de gestionnaire des risques et catastrophes pour s'inscrire dans la dynamique d'être des acteurs de réduction des risques de catastrophes. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la création de l'Agence béninoise de protection civile et approuvé ses statuts. Gisela Rousseau, à l'instant, nous avons suivi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ogbedji. Le gouvernement veut réformer la protection civile au Bénin. Écoutez, j'avoue, je ne connais pas, n'est-ce pas, le contenu de cette agence-là. Mais je dirais que si c'est pour accompagner et pour combler un vide existant, je crois que le gouvernement fait bien de poser ces genres d'actes. Maintenant, entre la bonne idée de la création de cette agence-là et son apport en efficacité pour la mission qui lui serait assignée, je crois qu'il faut, n'est-ce pas, trouver les profils, trouver les moyens et trouver la politique qui s'y est pour que cela soit pour le bonheur des Béninois. Alors, le gouvernement veut privilégier la dynamique de la réduction des risques de catastrophe. C'est ce qu'a annoncé le Conseil des ministres ce mercredi à Aimé Chobadé. Il a été prévu le détachement du personnel du groupement des sapeurs-pompiers à cette agence. Bonne option? Bon, vous savez, quand ces gens-là parlent
de réforme, on se retrouve toujours le dos contre le sol. Quand ils vont commencer par mettre en place. Vous savez que, bon, je ne sais pas si quelqu'un va dire qui j'ai questionné avant de venir ici, s'il est documenté, mais je ne sais pas à quel niveau les réflexions ont été menées. Ça me tombe comme ça, souvent en conseil des ministres, on vous dit oui, on va détacher. Je sais que habituellement, les sapeurs-pompiers, il y a les sapeurs-pompiers civils et il y a ceux qui sont incorporés à l'armée. Généralement, c'est ce qu'on voit un peu partout. Et je ne sais pas si c'est un peu pour conformer à ces exigences-là, parce que vous savez, au niveau de l'armée est confrontée à des foyers qui, dans des zones les plus reculées, peut intervenir rapidement. Et puis, les civils, on sait aussi, parce que là, il y a du volontariat, où dès qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui ont été formés, qui sont dans la population, qui sont capables déjà de se joindre aux équipes qui interviennent sur le terrain pour agir. Je ne sais pas si c'est pour ce genre d'efficacité qu'on veut faire la réforme. Et donc, c'est peut-être quand ça va commencer par grogner dans les rangs, même de ceux que ça concerne, en l'occurrence, bon, c'est vrai que si ce sont des militaires, il va être très compliqué de les entendre se prononcer sur le sujet. Bon, mais on verra Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que c'est positif pour vous? Non, je ne veux pas m'engager dans ça. Parce que je n'ai pas été... Je l'ai appris comme ça, comme tout le monde, que oui, il y a des réformes. On ne sait pas pour régler quel problème. Est-ce que c'était par rapport à l'accident de bus qui s'est produit, où on a dit que il y avait une voiture qui n'avait pas de carburant, il n'y avait pas... Je ne sais pas. Mais on aurait pu faire un peu de pédagogie autour pour dire voici les contextes dans lesquels la réforme est intervenue et c'est pour régler un tant soit peu des dysfonctionnements qu'on veut aller à la réforme. Mais là, ça tombe comme ça. Vous savez, si on avait fait cette réforme quelques jours, mais quelques semaines ou mais quelques mois, on avait annoncé ça quand il y a eu les incendies spectaculaires, on aurait pu dire oui, voilà, le gouvernement a pris des mesures. Mais il y a une distance entre ces événements et ce qu'on annonce. Et on n'a pas pu attirer notre attention pour dire oui, c'est pour régler tel problème qu'on est allé à la réforme. Et bon, ça veut dire que c'est sur la durée. On l'a annoncé ils l'ont énoncé dans le Conseil des ministres, dans le compte rendu. C'est ça que vous dites, que ça est intervenu. Déjà, je suppose qu'il y a eu des réflexions. Si on est arrivé là, ça veut dire pas si c'était au lendemain des événements que le gouvernement annonce que oui, nous allons engager des réformes. Nous allons engager comment vous appelez, et que maintenant on voit l'aboutissement, on suit un peu le processus, on voit que l'aboutissement c'est vraiment régler des problèmes. Et lesquels problèmes, chacun peut déjà apprécier que bon, ils nous ont dit que si on fait la réforme, on n'aura plus tel schéma, on n'aura plus telle éventualité et que désormais, ces trucs-là, ces drames-là sont conduits au passé, c'est sûr qu'il y aura toujours des problèmes. Des drames, des incendies, des problèmes de sécurité, tout ça. Mais quand on voit la démarche, on peut opiner après. Et si on ne sait pas d'où ça vient, ça va être difficile. Sauf qu'on les attend au tournant. C'est vrai que les sapeurs-pompiers, je ne vous coupe pas, on apprécie le travail qu'ils abattent. Ils ont également, par moments, montré devant certains événements, devant certaines situations, ils ont manqué de proactivité. Est-ce que aujourd'hui, c'est appréciable de les fondre dans cette agence béninoise de la protection civile? Écoutez, je suis même amené à dire qu'il était temps, parce que je sais qu'il y a une direction au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y a une direction de la protection civile. Agence nationale de la protection civile. Voilà, quelque chose comme ça, une direction, et puis après c'est devenu une agence. Une direction, c'est devenu une agence après. Alors, voilà. donc, je crois que c'est une structure qui a besoin d'une certaine autonomie d'action et qui a besoin de beaucoup de moyens. Et lorsque vous observez, n'est-ce pas, les informations du jour, vous allez constater qu'il y a une remise de plusieurs camions citernes à la garnison des sapeurs-pompiers. Donc, du coup, je me dis que c'est une politique qui a été pensée et le timing a été trouvé pour que une structure naisse avec les moyens, avec les hommes qu'il faut, certainement, sous-tendu par une politique, n'est-ce pas, réaménagée, réformée,
pour apporter satisfaction aux populations. Mais ce à quoi je voudrais, n'est-ce pas, inviter les uns et les autres, c'est à la prévention du risque, n'est-ce pas? Parce qu'au Bénin, en Afrique, généralement, nous reléguons la prévention du risque au dernier plan. Alors que c'est la prévention du risque qui devrait arriver en amont. Regardez au stade de l'amitié, lorsqu'il y a un match important, on en a enregistré la dernière fois avec des décès. On a eu des accidents de bus de part et d'autre. Par rapport au marché d'Antokpa, on a enregistré des incendies sur plusieurs années. L'essentiel, c'est de travailler à faire de la prévention du risque, des risques, quelque chose de quotidien, n'est-ce pas, du Béninois, en mettant un accent particulier sur l'information, l'éducation et la communication, en faisant donc de façon large de la sensibilisation sur les comportements que nous devrions avoir dans notre environnement, dans notre cadre de vie. Et je crois que cette agence aura les coups des franches, n'est-ce pas, pour jouer pleinement sa mission. On peut se réjouir, non, Rémi Choubadé, que le gouvernement veuille garantir un meilleur service en matière de protection civile aux populations aujourd'hui. On pourrait poser la question. Au regard de tout ce que nous avons vécu. Répondez-moi tout simplement. Non, c'est pas une question de gouvernement. Ça dit qu'aujourd'hui, vous savez, on a même l'impression que la plupart des services de secours sont concentrés dans les grandes villes. Et même là encore, on vous parle de manque de moyens. Pourtant, il y a des drames qui se passent dans beaucoup de contrées reculées. Peut-être un arbre qui s'effondre, un coup d'eau qui déborde. Je crois que dans le Moulin actuellement, ils doivent être confrontés à un débordement d'un coup d'eau, à des histoires de noyade. Il y a eu un bus qui a brûlé hier. Le sapeur-pompier n'était pas là. Oui, mais des fois, quand ils sont là, ils n'ont pas les moyens. Je ne crois pas qu'il y a un problème de technicité ou de compétence. Justement, c'est ce que je vous demande. Est-ce que maintenant que le gouvernement a pris à bras le ce problème-là? On n'a pas encore vu ce que le gouvernement fait. Le gouvernement nous fait des annonces. On va les voir sur le terrain. On va voir si désormais ils sont équipés pour aller que un camion est là, citerne, ça n'a pas de liquide à l'intérieur et tout ça. Bon, on verra sur le terrain comment ils vont se déployer, parce que c'est la capacité de se déployer et d'intervenir qui est le plus important. Vous avez vu une femme sauver des enfants qui se noyaient la dernière fois. Et voilà, si on peut trouver des mécanismes pour couvrir l'ensemble du territoire national pour que les drames qui se posent partout ailleurs soit moindre. Tout à fait. D'accord, merci Rémi Choubadé. Dernier sujet maintenant, on va aller aux États-Unis. Depuis son débat raté, de plus en plus de voix s'élèvent dans son camp pour demander à Joe Biden d'abandonner sa candidature. Un sénateur démocrate lui en a fait d'ailleurs directement la demande pour, je cite, le bien du pays. En plus de ses ennuis sanitaires, Joe Biden a été récemment testé positif à la COVID-19 et des voix se sont davantage amplifié pour exiger son retrait de la course à la Maison-Blanche. Stella Moussou, Joe Biden décidément s'accroche à sa candidature bis contre la volonté affichée de nombre de démocrates. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas un législateur aux États-Unis, mais ce que j'ai observé, c'est qu'il a opéré des sorties ratées où manifestement il faisait de la confusion de tout et partout. Il donnait la preuve, n'est-ce pas, que ses sens, ses facultés ne sont pas au point. Et ça, c'est ce que je vois de l'extérieur. Je ne suis pas médecin, mais fort heureusement, je ne connais pas la législation des États-Unis d'Amérique sur la question, mais fort heureusement, au Bénin, le législateur a prévu que toutes les candidatures soient checkées par un collège de médecins pour nous éviter d'avoir un légume à la tête du pays. Donc, je crois que les Américains doivent questionner sérieusement, que ce soit ses partisans ou ses opposants, ils doivent questionner la législation et dire ce qu'il en est. Le tout ne suffit pas de le convaincre à abandonner. Mais il faut lui dire que, sur des questions de santé,
il faut faire attention, se prendre au sérieux. Voilà. Nous sommes tous des malades ambulants. Donc, est-ce qu'en Afrique, un militant du parti au pouvoir, par exemple, peut-il s'opposer ouvertement à la volonté du président de la République sortant, désireux de faire un second mandat, un mandat bis, à ces motifs-là, pourtant pertinents et objectifs? Encore faudrait-il qu'il y ait des partis. Hein? On a vu Bouteflika qui a gouverné l'Algérie en chaise roulante. On a vu le Cameroun qui est dirigé par Paul Biya, qui est là, qui joue à l'extérieur pour... Tout à fait. Je me souviens de la CAN 2022. Ouais, il est venu au stade, mais presque personne ne l'a vu pour la finale. Hein? Il faut le protéger, il faut le soulever. Même quand on voulait soulever la coupe, c'était pas lui-même qui a pu soulever la coupe. On a vu... oui, au Ghana, tout près ici. Même au Nigeria, il y a Yar'Adua qui était malade, qui a quand même pris le pouvoir pour mourir quelques mois après. Donc, en Afrique, vous ne pouvez pas parler de ce débat-là. C'est qu'aux États-Unis, on en parle parce qu'il y a une exigence de communication très stricte qui oblige Biden à se découvrir tout le temps. Des fois, il fait pitié. Et tout le débat aujourd'hui autour de la présidentielle, tourne autour de son état, en tout cas chez les démocrates, tourne autour de son état de santé, alors qu'il pourrait délivrer lui-même son camp de ce spectacle qu'il offre de lui-même. Hein. Tout le monde reconnaît qu'il était quelqu'un de très brillant, malgré son âge très avancé. On l'a vu aux côtés d'Obama. Mais là, il est devenu l'homme de lui-même et il faudrait qu'on l'oblige à partir, alors que lui-même, il pourrait se décider à partir. Mais vous ne pouvez pas ramener ce débat-là en Afrique. Hein? Comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait des partis qui soient capables de mener des débats, surtout sur... Non, mais en Afrique, le collège médical, comme vous le dites là, ne surprendrait personne en validant la candidature, non? Même contre les propres confessions de... Écoutez, si c'est deux candidats qui est déjà dans l'exercice du pouvoir public et du pouvoir d'État, écoutez, et vous savez, vous connaissez l'hégémonie, la puissance, n'est-ce pas, d'un chef d'État sur tout ce qu'il y a comme structure ou institution dans les pays africains. C'est comme le dit l'autre, le pouvoir, c'est comme des seins d'une femme. Et lorsque vous vous mettez à téter, c'est difficilement qu'on s'en délaisse, qu'on s'en sépare. Et donc, par conséquent, Joe Biden donne l'exemple d'un modèle africain répliqué aux États-Unis. Il n'a pas envie de quitter le pouvoir, tant c'est doux. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour cette édition de Actu et Débat, édition du jeudi. Merci également à nos partenaires du jeudi, Arimé Choubadé et Distella Moussou dans ce studio. Merci de toujours nous renouveler votre confiance. Présentation Brice Bilaïtegi. On se retrouve avec beaucoup de plaisir lundi prochain.